Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de la conversion directe en électricité de nos réactions nucléaires à basse énergie. Alors, afin de réussir cette conversion directe, la technologie des diodes à fusion a été proposée il y a plusieurs années déjà, et depuis 4 ans, des résultats positifs ont été obtenus par plusieurs équipes et des brevets ont été déposés. Et donc, on va faire le point ensemble sur les avancées récentes. Donc voici le plan de ma présentation. On va parler des diodes à fusion. On va parler d'un nouvel effet qui s'appelle l'effet que je propose de baptiser l'effet Entedman. On va parler des résultats d'une société américaine qui s'appelle Innovel Incorporated. On va parler de la réplication que j'ai effectuée des résultats de la société Innovel. On va discuter des faits observés et vous verrez que je n'arrive pas aux mêmes conclusions que les différentes équipes, mais justement, c'est l'intérêt du débat scientifique, c'est de comparer nos résultats et comparer nos explications. Et je me permettrai de représenter une hypothèse que j'ai déjà présentée par le passé, et puis nous ferons une conclusion. Donc, qu'est-ce que c'est que les diodes à fusion? Eh bien, les réactions nucléaires à basse énergie ont surtout été étudiées par calorimétrie. Et donc, les techniques de calorimétrie, sous un aspect extrêmement simple, sont particulièrement complexes. De nombreuses expériences ont été menées et ce sont des véritables chefs-d'œuvre de la science expérimentale. Et je pense en particulier aux expériences de notre ami Biberian à Marseille, qui ont été faites avec vraiment beaucoup de soin, et que ce soit un soin de conception théorique ou un soin de réalisation expérimentale. Évidemment, on peut citer aussi des expériences euh, de du pape de la fusion froide de Esserail. Et le problème, c'est que ces expériences de calorimétrie eh bien, n'ont pas convaincu l'ensemble de la communauté scientifique. Et surtout, eh bien, on, le résultat, c'est d'obtenir de l'eau tiède. Et comme me dit souvent mon collègue John Giles, avec qui on a fait beaucoup d'expériences sur la fusion froide, eh bien, l'eau tiède, c'est très utile pour faire du thé, mais par contre, pour obtenir des avancées industrielles, c'est pas exactement l'idéal. Alors, donc en 91 ou 90 plus exactement, j'ai déposé un brevet qui synthétise le principe des diodes à fusion. Alors, quel est le principe? Eh bien, si nous avons des réactions nucléaires à basse énergie, elles ont beau être déclenchées à basse énergie, elles libèrent quand même, étant des réactions nucléaires, une énergie qui est de l'ordre du méga-électronvolt. Au début, on a une énergie de l'ordre du méga-électronvolt. Et puis, probablement, graduellement, cette énergie va descendre jusqu'au domaine thermique. Pour fixer les idées, le domaine thermique, l'énergie de l'agitation thermique de nos atomes, des atomes de cet ordinateur, des atomes de mon corps, est de l'ordre de 0,03 électronvolts. Cette dégradation a été théorisée par le physicien Peter Hagelstein, qu'il appelait la down conversion. Et Peter Hagelstein est probablement la figure la plus éminente de la recherche en fusion froide. N'oublions pas que c'est l'homme qui a donné au président Reagan le fameux laser à rayon X, Excalibur de la guerre des étoiles. Donc cette down conversion est probablement une des pièces les plus importantes pour résoudre le puzzle de la fusion froide. Et c'est grâce à cette down conversion que cette énergie, qui est d'abord du domaine des mégaélectronvolts, se thermalise. Il y a aussi probablement le phénomène inverse, qui est l'up conversion, et qui a été découverte et
est théorisé par Alexander Karabout en Russie. Lorsqu'on envoie de l'énergie de relativement basse énergie, par exemple un rayon laser sur du palladium hydrogéné, eh bien on observe l'apparition de rayonnements de plus haute énergie et puis l'apparition de transmutations. Certes des transmutations en basse énergie, mais qui demandent tout de même une énergie un petit peu plus importante que l'énergie d'un laser rouge ou d'un laser infrarouge. Alors la Down conversion pose des problèmes théoriques, mais ne pose pas de problème de principe, puisque dans la nature, les principes de la thermodynamique font qu'on va de l'énergie concentrée vers de l'énergie diluée. Pour ce qui concerne l'up conversion, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il n'en reste pas moins que ce phénomène existe. Plus récemment, eh bien, Peter Eggestein a déposé plusieurs brevets sur l'amélioration des diodes et notamment des cellules photovoltaïques. Et il en a fait, grâce à ces améliorations, des cellules thermovoltaïques, c'est-à-dire grâce à un brevet de Peter Eggestein, on peut utiliser des cellules photovoltaïques pour transformer de la chaleur en électricité. Et donc c'est une avancée considérable et qui pourra avoir, sans nul doute, des applications dans notre domaine, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui pour ne pas alourdir le débat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une diode à fusion? Eh bien, une diode à fusion, c'est tout simplement une diode classique, un contact entre un semi-conducteur et un alliage de palladium hydrogéné. Avant d'être thermalisé par la down conversion de Peter Eggestein, l'énergie des réactions nucléaires va arriver dans la gamme des électronvolts. Et dans la gamme des électronvolts, ce qui est très intéressant, c'est que cette gamme d'énergie peut exciter les électrons et les faire monter dans un niveau d'énergie supérieur, créer des paires électrons-trous, et donc, dans une diode, créer un courant, très exactement l'équivalent de ce qu'on observe dans une diode photovoltaïque, dans une cellule photovoltaïque. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule photovoltaïque? Qu'on utilise maintenant à l'heure actuelle par dizaines, voire centaines de mégawatts dans des fermes solaires. Une cellule photovoltaïque, c'est tout simplement une diode plane, dans laquelle l'énergie lumineuse du soleil se transforme en énergie électrique. L'idée, c'est de faire la même chose avec l'énergie dégagée par nos réactions nucléaires à basse énergie dans la matière condensée. Alors c'est possible et ça a été prouvé avec non pas des réactions nucléaires à basse énergie, mais des réactions nucléaires classiques. Ça a été prouvé dans les batteries bêta-voltaïques ou les batteries radiovoltaïques. C'est une spécialité de notre ami George Miley, l'ancien éditeur du journal Fusion Technology. Ici, nous avons une photo que j'ai prise au meeting de Nashville en 2010 déjà, où il nous présentait ces batteries bêta-voltaïques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une batterie bêta-voltaïque? C'est tout simplement une cellule solaire dans laquelle on a injecté un radioélément. Alors, ça pose des problèmes techniques importants, puisque malheureusement, l'énergie des radioéléments va détruire assez rapidement la diode. C'est pour ça qu'on utilise souvent du tritium, parce que l'énergie des bêta du tritium est relativement modeste, 18 kV. Et donc, on pourrait et on peut construire des batteries qui produisent, ce sont des batteries solaires qui produisent de l'énergie dans l'obscurité grâce au rayonnement et à l'énergie du tritium. Voici le schéma qui était tiré du premier brevet de 90. Donc j'imaginais de fabriquer les diodes à fusion en déposant par galvanoplastie un film de palladium sur un wafer en silicone, en silicium, excusez-moi. Et l'intérêt, on le voit sur ce schéma, c'est que au niveau de la jonction entre le palladium, donc l'hydrure de palladium, puisque il s'agit d'une codéposition, hein, donc on dépose à la fois du palladium, mais on dépose donc des ions palladium chargés positivement qui vont se réduire sur l'anode, mais on dépose en même temps
des ions H+, qui vont s'intégrer dans le réseau du palladium. Donc on dépose de l'hydrure de palladium. Et au niveau du contact entre ce palladium et le silicium, on a une jonction redresseuse et le champ électrique est énorme. À titre d'exemple, si on a une jonction qui tient 1 volt, c'est une tension très modérée pour une diode, puisqu'on a des diodes qui tiennent plusieurs centaines de volts, voire des voltages supérieurs. Mais disons, si on a une diode qui tient 1 volt, ou qui produit 1 volt de tension spontanée, on verra plus tard que tout à l'heure, que ces diodes produisent une tension spontanée, eh bien, le champ entre le palladium et le silicium, imaginons que la jonction fait environ 1 micron d'épaisseur, ce qui est à peu près l'épaisseur d'une jonction, eh bien on a un champ d'1 million de volts par mètre. C'est un champ électrique énorme qui peut contribuer à la compression des noyaux d'hydrogène ou des noyaux de deutérium et donc augmenter la possibilité de... Alors voici la première diode que j'avais fabriquée, je l'ai appelée la marque 1, je l'ai gardée, elle est ici. On a un morceau de wafer en silicium sur lequel on déposait du palladium par électrodéposition, par galvanoplastie. On n'obtient pas un beau dépôt de palladium, on obtient un dépôt assez médiocre de noir de palladium. En fait, c'est des cristaux nanométriques de palladium, d'hydrure de palladium. Et là, eh bien, on n'a ni véritable capacité de redressement et on n'observe pas d'autopolarisation. Et je ne me suis pas découragé. Voilà la diode, la première diode, marque 1. Ici, c'est le premier test dans les locaux de la société Eurobio en 1991. Et on voit que j'ai mesuré aussi la radioactivité avec les rayonnements émis avec un appareil très simple. C'est un scintillateur. J'ai pas publié à l'époque les relevés, les mesures de radioactivité qui étaient très étranges, mais qui me semblaient mériter d'être confirmées. Donc ça, c'est l'autre modèle, le deuxième modèle de diode. Alors je le cite pour mémoire. Il n'y a pas de palladium à l'intérieur, c'est de la poudre de nickel et de la poudre de silicium disposée selon un gradient. Et cette diode est constituée d'un tube extrêmement résistant, c'est un tube de chromatographie à haute pression qui peut tenir plus de 1000 bars. Et donc je l'ai pressurisé en deutérium en mettant d'un côté un petit boudin en sodium que j'ai découpé avec un outil spécial, et de l'autre côté quelques gouttes d'eau lourde. Et donc l'eau lourde diffuse à travers la poudre, le gradient de poudre va toucher le sodium, et là on libère du deutérium sous très haute pression, probablement plus de 500 bars, et la pression était tellement forte qu'elle a fait fluer le joint au bout de plusieurs jours. Mais j'ai observé pour la première fois une autopolarisation, une tension. Toute la question était, est-ce que c'est une tension chimique? Est-ce que c'est tout simplement une pile chimique, une réaction chimique, ou est-ce que c'est une réaction nucléaire? Et on verra que le problème, eh bien, plusieurs années plus tard, eh bien, le problème est toujours en suspens. Donc, on a fait ensuite avec John Giles, qui est un ingénieur pétrolier que j'ai rencontré à la conférence ICCF 11 à Marseille. Et on a tout de suite sympathisé, il avait lu mes brevets et il m'a réveillé en quelque sorte et il m'a dit il faut absolument qu'on obtienne des résultats industriels avec ces brevets. Donc on a fait un laboratoire en France et un laboratoire en Écosse. Ici c'est le laboratoire écossais. Vous voyez que John avait construit un système tout à fait ingénieux pour pressuriser nos diodes. La marque 3, c'était des diodes en verre. Et c'était pas un très bon système de diode en verre. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé au modèle Mark 4, qui sont des diodes dans des tubes métalliques usinés. Ces tubes sont isolés par l'intérieur. Et à l'intérieur de ce tube, on a un gradient de poudre de palladium et de poudre de silicium. D'un côté, on a de la poudre de silicium pure, de l'autre côté, on a de la poudre de palladium
pur, puis on alterne avec des couches de silicium et de palladium mélangées, ce qui fait qu'on n'obtient jamais un contact direct entre les deux électrodes et le palladium, mais on obtient un contact un contact de très grande surface entre le palladium et le silicium. C'est un petit peu comme des arbres de poudre qui s'interpénétreraient. C'est une diode de très grande surface. Et là, on obtient une autopolarisation de façon extrêmement reproductible. La même question se pose, est-ce que c'est une réaction chimique, est-ce que c'est une réaction nucléaire? On verra qu'il y a des éléments de réponse qui s'imposent depuis quelques années. On a fait aussi des diodes, on a aussi construit des diodes qu'on a appelées Mark IV. Alors là, c'est déjà des diodes un peu plus sérieuses, c'est des gros tubes de nylon extrêmement résistants qui sont utilisés par l'industrie pétrolière et la poudre est compressée avec une presse hydraulique. Et là aussi, de façon tout à fait reproductible, on obtient une autopolarisation. Qu'est-ce que ça donne lorsque l'on fait un enregistrement? Eh bien, lorsque l'on utilise une diode dans laquelle on pressurise du deutérium, on obtient une tension, et une tension qui arrive à 0,5 volts par diode, ce qui n'est quand même pas totalement négligeable. 0,5 volts en débitant sur une résistance interne de 10 mégaohms, qui est la résistance interne des voltmètres que nous utilisions. Si on pressurise les diodes avec de l'hydrogène, on obtient une tension un peu moins forte. Et si on les pressurise, on a fait évidemment des diodes témoins dans lesquelles on a mis de l'argon. Eh bien, pressuriser l'argon, on n'observe aucune tension. Donc il est tentant de penser que la polarisation qu'on voit avec l'hydrogène est due à la petite quantité de deutérium qui se trouve dans l'hydrogène. Il ne faut pas oublier qu'un atome sur 3000 dans l'hydrogène, c'est un atome de deutérium et que ces atomes de deutérium peuvent réagir. Alors vous voyez que la tension oscille, c'est très probablement dû au fait que notre laboratoire écossais n'était pas climatisé, et donc on a des variations de résistance dues aux variations de température, tout simplement. Ici, c'est une mesure qui a été faite de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus sérieuse par Jean-Paul Biberian à l'Université de Marseille. Et on voit que eh bien, la tension passe de 0,9 volts, donc presque 1 volt, et qu'elle baisse assez rapidement. Alors, Jean-Paul Biberian a construit un dispositif constitué d'un tube en inox pressurisé de façon à éviter la fuite d'hydrogène. Le gros problème quand on travaille l'hydrogène, c'est que l'hydrogène fuit extrêmement rapidement par la moindre fente, et assez rapidement on observe une pression négative dans nos tubes. Vous pouvez faire l'expérience, vous prenez un vieux bidon d'huile en acier, vous mettez de l'hydrogène à l'intérieur, vous fermez le robinet, et au bout de quelques heures, vous allez voir votre bidon s'écraser sous l'effet de la pression atmosphérique. Qu'est-ce qui se passe? L'hydrogène, qui est de faible poids moléculaire, diffuse, l'oxygène n'a pas le temps de rentrer, et le bidon s'écrase. Donc c'est un problème qui est arrivé à plusieurs missiles, et donc il faut faire extrêmement attention. En tout cas, ce qui est très important dans cette diode, dans cette slide, c'est qu'on voit que la tension baisse, mais qu'elle finit par se stabiliser aux alentours de 0,5 volts. Donc notre objectif, c'était de sceller ces diodes dans du verre et de voir si cette tension se maintenait pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Une tension de 0,5 volts qui débite sur 10 mégaohms. Si ça dure plusieurs années, ce n'est plus une réaction chimique, c'est d'évidence une réaction différente et, je pense, une réaction nucléaire. Donc c'est pour ça que j'ai fait réaliser des tubes en verre. Alors ça, c'est un autre modèle de diode qui marche très bien aussi, c'était le Mark V, c'est des tubes usinés. On a une petite valve qui permet de pressuriser le tube. Là aussi, on observe de l'ordre de 0,5 volts. Là, c'est le système qui permet de remplir les diodes avec un gradient de poudre.
Là, c'est la presse hydraulique qui nous a permis de tasser les poudres dans les diodes. Ici, c'est le système de scellement des diodes. Ici, c'est une machine pour sceller les diodes à chaud que j'ai fabriqué. Là, c'est notre banc de remplissage avec un data logger, un système d'enregistrement. Un autre système de remplissage, cette fois-ci en Écosse. Et on a aussi fait un nouveau modèle qui s'appelle, on a appelé la marque 6. Et là, on n'utilise plus de poudre. On utilise un empilement de diodes individuelles qui sont constituées de feuilles d'aluminium, de disques d'aluminium recouverts de feuilles de palladium et de semi-conducteurs organiques. Et là aussi, on obtient une tension, mais curieusement, on a observé un effet très curieux, alors que normalement les tensions de ces dizaines de diodes que nous avons empilées les unes sur les autres devraient s'additionner. Au bout d'un certain temps, elles ne s'additionnent pas. Et évidemment, il faut expliquer cet effet. On verra que cet effet peut s'expliquer de façon assez facile. Voilà, ça c'est le système de découpage des diodes, des petits disques qui nous servent de diodes. Et voici les tubes en verre que j'ai fait réaliser pour isoler nos diodes. Et l'idée, c'était de les isoler, de sceller les tubes à la flamme et de mesurer le courant pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il se trouve que pour des raisons pratiques, nous avons passé le témoin à une équipe américaine extrêmement dynamique et je vais vous présenter leurs résultats. Donc ces tubes sont partis aux États-Unis. J'ai été leur transférer notre technologie et ils ont fait, vous allez voir, un travail tout à fait remarquable. Donc c'est la deuxième partie, ce que j'appelle l'effet Antenman. Alors pourquoi Antenman? Eh bien parce que cette équipe très dynamique a été réunie par Charles Antenman, qui est un membre de la famille Antenman, qui est connu des Américains. C'est une boulangerie industrielle très célèbre qui a des usines dans beaucoup d'endroits des États-Unis. Ce sont eux qui fabriquent les donuts pour McDonald's en particulier. Ils fabriquent un certain nombre de spécialités pâtissières. Et c'est une famille qui est investie dans des activités philanthropiques très importantes. En particulier, Charles Antenman a financé de nombreuses œuvres. Citons en particulier l'hôpital de Sarasota en Floride, l'Institut Robscom qui est dédié à la recherche sur la maladie d'Alzheimer et qui publie chaque année des résultats tout à fait intéressants sur la maladie d'Alzheimer. Et Charles Antenman s'est très tôt intéressé à la fusion froide et il a soutenu les recherches d'Alf Thomson et de plusieurs autres chercheurs et journalistes dans le domaine des réactions nucléaires dans la matière condensée. Et Charles Antenman a développé avec Alf Thomson un nouveau type de pansement hémostatique très utile. C'est le BioSeal. Il a fondé l'entreprise BioLife et une usine a été construite à Sarasota. Et Alf Thomson était aussi très investi dans la fusion froide. Il y a eu un article lors du décès malheureux d'Alf Thomson. Eh bien, il y a eu un article dans le journal Infinite Energy qui résumait ses travaux. Et donc, Charles Antenman a aussi fondé la société BioSearch, destinée aux recherches scientifiques multidisciplinaires. Et donc, Charles Antenman a participé au meeting HCCF 18 à Washington. Il a tout de suite vu le potentiel de la technique des diodes à fusion. Et il a décidé de monter un laboratoire et de réunir une équipe dans les locaux de la société BioSearch à Sarasota. Alors, ils ont fait un travail extrêmement important. Plus de 1500 diodes à fusion ont été testés. Attention, c'est une usine, ils sont passés à l'échelle industrielle. Et donc, ils ont testé de nombreux couples de métaux, de semi-conducteurs. Je ne vais pas tous les citer, mais ils ont fait un travail tout à fait remarquable. Ils ont testé évidemment les diodes à fusion grâce à la voltamétrie, parce que c'est très simple de mesurer un voltage et une tension, mais ils ont aussi fait beaucoup d'études par calorimétrie. Ici, on voit la salle des calorimètres, enfin une partie de la salle des calorimètres. Ce sont des calorimètres très simples, mais
qui leur ont permis d'obtenir des résultats incontestables. Il y a véritablement dégagement d'énergie. Cette énergie se maintient et dans certains cas, cette énergie se maintient pendant 15 mois. Donc là, il est difficile de penser que ce que je craignais au début, c'est-à-dire que cette énergie soit tout simplement le fait de la recombinaison entre l'hydrogène qu'on introduit dans la diode ou le deutérium que l'on introduit dans la diode et puis l'oxygène absorbé sur les poudres. Il est toujours impossible, à moins de les chauffer sous vide, d'éviter qu'il y ait toujours une monocouche d'oxygène sur les poudres. Et donc, je craignais que ce soit une réaction du type pile à combustible. Eh bien, il semble que ce ne soit pas le cas. Dans les locaux de la société d'Alpha Entedman à Sarasota, en Floride, ils ont obtenu des résultats, ils ont mesuré des tensions et des dégagements d'énergie pendant 15 mois. Et ça, pendant 15 mois, ça ne peut pas être dû à une réaction chimique. Voilà, ça c'est cette slide montre la fabrication d'un récipient pour comprimer du gaz autour d'une diode. Si c'est votre serviteur qui est en train de comprimer, de tasser de la poudre à la presse hydraulique. Voilà, la presse hydraulique, on est en train de tasser de la poudre un gradient. Ils ont aussi, à l'équipe, à Sarasota, fabriqué des diodes selon le brevet de 91, c'est-à-dire en utilisant des wafers de silicium avec d'un côté un dépôt diode sous vide et de l'autre côté un dépôt de palladium. Et là aussi, on observe une tension. Et là, c'est vraiment très intéressant. On observe une tension spontanée, une autopolarisation de ces diodes à fusion. Voilà, ça c'est un wafer qui est dans un récipient spécial pour le pressuriser. Donc on va parler très rapidement de la puissance produite par une diode à fusion. Un voltmètre électronique bon marché possède une résistance interne comprise entre 1 mégaohm et 10 mégaohms. Donc si on a 1 volt aux bornes d'une diode à fusion, eh bien on a la formule U égale RI nous donne 0,01 microampères, et donc la puissance W égale RI2 donne 0,01 microwatts. Alors 0,01 microwatts, ça paraît peu, mais c'est à peu près la puissance d'une montre bracelet, d'une montre bracelet ou de différents appareils électroniques comme des détecteurs de fumée, comme des appareils comme la consommation d'une puce RFID par exemple. Donc c'est une puissance très faible mais qui suffirait déjà à alimenter des appareils électroniques de faible puissance. On pourrait par exemple imaginer des montres qui soient scellées en usine et qui pourraient donc être aller à une grande profondeur, et puis ce serait évidemment un argument commercial assez puissant. Donc, à l'aide de la technique du gradient de poudre, qui était un brevet que j'ai déposé en 95, ils ont testé des semi-conducteurs de moins en moins conducteurs, en particulier le nitrure d'aluminium, qui est très peu conducteur, mais c'est le semi-conducteur avec lequel, avec John Giles, on avait obtenu, dans notre startup Biodynamics, on avait obtenu les plus forts voltages. Mais l'équipe de Charles Entedman a découvert quelque chose d'encore plus extraordinaire. Même avec une poudre parfaitement isolante dans la diode, comme du sable fin, de la diatomite, de la cellulose, de l'amiante, on observe toujours l'apparition d'une tension spontanée. Et cette tension se maintient plusieurs mois. On observe aussi cet effet en séparant les électrodes de palladium et de métal, de palladium hydrogéné bien sûr, par du papier ou de l'amiante. Et là, j'avoue que je n'ai pas cru à cet effet parce que je craignais une erreur expérimentale. Eh bien, je reconnais aujourd'hui mon erreur et je me trompais. Cet effet existe et c'est pourquoi je propose de l'appeler effet Entedman parce que eh bien, je pense que Charles Entedman mérite d'être honoré de cette façon. Bon, c'est un boulanger industriel, mais n'oublions pas que le grand Joule, qui a donné son nom à l'unité
d'énergie, eh bien, le grand Joule n'était pas un scientifique de formation, c'était un brasseur. Mais c'était un brasseur qui connaissait parfaitement les techniques expérimentales et en particulier la façon de mesurer la chaleur, de mesurer l'énergie. Et c'est lui qui a découvert le principe d'équivalence entre l'énergie mécanique et l'énergie thermique, avec des expériences extrêmement simples, qui sont dans tous les manuels de physique, mais qui sont des expériences historiques et extrêmement bien conçues. Alors ils ont fait du travail, un gros travail aussi de mesure de radioactivité, de radiation. Ils ont notamment construit des chambres à brouillard et ils ont montré que des particules de haute énergie, probablement des particules alpha de haute énergie, des noyaux d'hélium de haute énergie, étaient dégagés par les diodes à fusion ou dégagés dans à leur contact. Nous ne discuterons pas cet effet aujourd'hui parce que même si cet effet est réel, on le voit très bien dans une chambre à brouillard. Une chambre à brouillard, c'est un dispositif très simple qui permet de voir le parcours des particules. Ils en ont fait des très jolis avec des lasers verts qui permettent d'obtenir des belles images. Ici, c'est un graphique extrait de leur brevet. La qualité n'est pas extraordinaire. En tout cas, c'est un effet totalement différent et je le dis tout à fait franchement, ça n'a rien à voir avec l'effet Entedman, avec l'effet que l'on observe. Pour obtenir une conduction dans le gaz avec des particules de haute énergie, il faudrait des fluences de particules de haute énergie extrêmement importantes. Or, ces particules sont observées, mais elles sont observées de manière extrêmement sporadique. Ces particules ne peuvent pas être à l'origine de l'effet Entedman. Et donc, il va falloir l'expliquer. Maintenant, je vais parler des résultats très récent de l'équipe d'Innovel Incorporated, qui est animée par Frank Gordon. Alors Frank Gordon, vous le connaissez tous, hein, c'est un des chercheurs éminents du domaine de la fusion froide, c'est un chercheur des laboratoires de la Navy aux États-Unis, les fameux laboratoires SPAWAR, Space and Naval Warfare System Command, et ils ont étudié les réactions nucléaires à basse énergie depuis de nombreuses années et ils ont publié un certain nombre de résultats. Et évidemment, c'est un laboratoire de l'armée américaine et une grande partie de leurs résultats n'ont pas été publiés. Il trouve que Frank Gordon a maintenant fondé une société qui s'appelle Innovel Incorporated et ils ont déposé plusieurs brevets et obtenu des résultats très intéressants avec un dispositif très simple. Quel est leur dispositif? Eh bien, c'est tout simplement un tube en cuivre. Vous le voyez sur cette slide, un tube en cuivre extérieur. À l'intérieur, vous avez un deuxième tube en cuivre coaxial. Ce tube en cuivre est recouvert d'une pellicule de palladium nanocristallin par codéposition. Et ensuite, on sèche ce tube et on l'introduit dans le tube en cuivre extérieur. Et on observe une autopolarisation de ce système. C'est un système relativement simple, hein, c'est fait avec de la plomberie. Et par exemple, ici, on observe 100 millivolts sur un voltmètre extrêmement bon marché qui a une impédance interne de 10 mégaohms. Donc, c'est de l'ordre de 0,1 microwatt, hein, comme tout à l'heure, 0,1, 0,01 microwatt. Donc, c'est une puissance faible, mais une puissance réelle qui a été là aussi maintenue pendant plusieurs semaines. Un autre système avec un voltmètre d'impédance plus faible. Alors, évidemment, comme l'impédance est faible, comme la résistance interne est plus faible, eh bien, la tension est un petit peu plus basse. Là, on observe 73 millivolts, mais ce n'est tout de même pas négligeable et c'est extrêmement reproductible. C'est ça qui est intéressant, ce sont des résultats extrêmement reproductibles. Alors, l'équipe de Frank Gordon a fait deux hypothèses. L'hypothèse d'une ionisation du gaz par des particules de haute énergie qui seraient produites par les réactions nucléaires à basse énergie, et l'hypothèse d'une conversion de l'énergie thermique du réseau.
Ces deux hypothèses me semblent, l'effet est tout à fait incontestable. Et vous allez voir, je l'ai répliqué. Ces deux hypothèses me semblent tout de même un petit peu questionnables, et je vais en proposer une autre dans les slides suivantes. Donc là, je vais vous parler de la confirmation de ces résultats. Donc j'ai réalisé trois dispositifs expérimentaux. Alors le premier, c'est une diode en verre qui contient une électrode d'acier poli qui est entourée par une spirale en fil de palladium de 0,01 mm de diamètre. Ce fil de palladium est recouvert de palladium nanocristallin par codéposition et les deux électrodes sont séparées par un manchon poreux en tissu de verre. Voici à quoi cela ressemble. Donc il y a ici l'électrode extérieure, ici un tube pour le scellement, et on a ici cette électrode en acier poli, un petit tube, un petit manchon en tissu de verre et autour un fil de palladium recouvert de palladium nanocristallin. Donc j'ai pressurisé ça avec de l'hydrogène. Ce sont des résultats, les résultats dont je vais vous parler sont des résultats qui sont des résultats préliminaires, qui demandent à être confirmés lorsque j'aurai scellé la diode. Mais là je l'ai rempli avec de l'hydrogène de mauvaise qualité, et je vais la remplir avec de l'hydrogène sec. En tout cas, on observe une tension de l'ordre de 0,1 volt qui se maintient, qui oscille mais qui se maintient. Le gros problème expérimental que j'ai rencontré avec ce système, c'est que le fil de palladium devient extrêmement fragile lorsqu'il a été chargé d'hydrogène. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça fait à peu près une trentaine de centimètres. Je vais en faire donc je vais le sceller et je publierai les résultats obtenus le plus tôt possible. J'ai fait aussi deux autres dispositifs expérimentaux. Voilà, dans les résultats. Après remplissage d'hydrogène, on observe une tension spontanée très instable d'environ 10 millivolts, mais ce sont des résultats préliminaires obtenus sans scellement du tube et avec de l'hydrogène non totalement scellé, et on va discuter plus loin de ces résultats. Donc j'ai fait un autre système qui consiste à utiliser des disques de cuivre recouverts de palladium nanocristallin par codéposition, même chose, codéposition dans du chlorure de palladium, fortement acide, puisque si on utilise du chlorure de palladium sans l'acidifier fortement par de l'acide chlorhydrique, le chlorure de palladium se décompose et on obtient de la poudre de palladium, c'est pas très joli. Donc c'est des petites boîtes en verre. Vous allez voir, c'est très important que la paroi soit en verre. Et il y a une électrode, une grille positive qui est en acier ou en bronze, qui est transparente à la lumière. Vous allez voir, c'est important. Et puis un tube de remplissage en verre. Voilà à quoi cela ressemble. Et une partie en verre, et ici c'est un système de scellement à l'époxy, et ici ce tube qui servira à sceller complètement. Là aussi, ce sont des résultats préliminaires, je n'ai pas scellé les tubes, j'ai juste utilisé de l'hydrogène impur. Enfin, pas l'hydrogène qui convenait exactement. Bon, ça ressemble, non, ça c'est autre chose. Non. J'ai fait une mauvaise manip, je reviens. Excusez-moi. Voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai fait système. L'un, c'est un système qui comporte une électrode de palladium, de cuivre recouvert de palladium monocristallin. On observe 0,1 volt. L'autre, c'est un dispositif témoin. C'est le même, mais on utilise une électrode de plomb. Ce sont des petites électrodes en plomb de 4 mm d'épaisseur que j'ai coulées dans des moules en silicone. Et ces électrodes, je les ai préparées de la façon dont on prépare les piles de Planté, enfin les piles, ce qu'on appelle les piles, qu'on a appelé autrefois les piles secondaires de Planté, que tout le monde appelle maintenant les batteries au plomb. C'est les batteries qui démarrent les voitures électriques. Les voitures, non, toutes les voitures, donc il y en a plusieurs milliards dans le monde. Et ces batteries étaient autrefois préparées par auto-formation, c'est-à-dire on les chargeait, on les déchargeait, on les chargeait, on les déchargeait.
Et donc, pendant 3 semaines, j'ai fait des cycles de formation de ces électrodes au plomb. Et donc, ce qui fait qu'on obtient une électrode en plomb qui est recouverte de plomb spongieux, qui ne, qui, et qui est chargé d'hydrogène. Mais cet hydrogène, évidemment, ne reste pas très longtemps dans le plomb. Lorsqu'on arrête l'électrolyse, eh bien, cet hydrogène absorbé dans le plomb se dégage. En tout cas, ce qui est très important, c'est que sous atmosphère d'hydrogène, on ne voit pas de tension. On ne voit pas de tension dans l'obscurité. Mais il se trouve qu'à la lumière, eh bien, sous réserve de confirmation, on voit une petite tension. Alors, c'est sûrement pas un effet que je suis le premier à découvrir, parce que ça a dû être découvert au moins une dizaine de fois. J'ai essayé de faire un petit peu au cours de l'histoire, puisque les batteries secondaires de Planté, c'est-à-dire les batteries au plomb, ont bien 2 siècles d'existence maintenant. Ça a dû déjà être découvert, ça a dû être publié plusieurs fois. J'en avais entendu parler, mais je n'ai pas retrouvé l'article que j'avais lu il y a une bonne vingtaine d'années. En tout cas, je vous engage à essayer de trouver de la bibliographie là-dessus. C'est un effet qui a déjà dû être découvert. Lorsqu'on éclaire ce système avec du plomb, on observe une petite tension. Et évidemment, avec du palladium, eh bien oui, si on le met à la lumière solaire, je n'ai pu faire qu'une fois parce que jusqu'à maintenant, je n'ai qu'un seul jour de soleil, eh bien, on obtient une augmentation de la tension. Et ça doit nous permettre de former une hypothèse sur cet effet. Qu'est-ce qui cause cet effet? Voilà, après les résultats, après remplissage d'hydrogène, on ne mesure aucune tension avec le plomb, mais il se trouve que à la lumière, on observe une petite tension. Alors, qu'est-ce qui se passe? Visiblement, on a une ionisation dans notre cellule. Mais il est peu probable que ce soit des particules énergétiques qui produisent cette ionisation. Sinon, il faudrait une radioactivité considérable. Pour fixer les idées, il faudrait probablement une activité de plusieurs curies à l'intérieur de nos diodes. C'est une activité énorme, hein, de l'ordre de 1 gramme de radium. Oui, très probablement, si on prend, j'ai jamais fait l'expérience, ce qui explique que je sois encore en vie, mais on pourrait la faire dans une cellule blindée. Si vous prenez une électrode en zinc, une électrode en or et que vous mettez du radon à haute concentration, oui, il va y avoir ionisation. Comme les 2 électrodes n'ont pas le même potentiel d'ionisation, il va y avoir un courant. Mais il faudrait des quantités de radioactivité considérables. Qu'est-ce qui est émis par nos électrodes de palladium hydrogéné et qu'est-ce qui produit le courant? Bien, les électrodes de palladium hydrogéné émettent pas mal de choses. En particulier, nous avons démontré avec John Giles que les électrodes de palladium hydrogéné, juste après, c'est-à-dire les électrodes à la Fleischmann-Pons, hein, juste après chargement par du deutérium, émettent du deutérium atomique, c'est-à-dire non pas du D2, mais du D, des atomes de deutérium. Et ces atomes de deutérium, nous les avons détectés grâce à un papier spécial que nous avons fabriqué. Et ça a donné lieu à une publication dans Material Research Innovation. Vous avez la référence de l'article. Mais ces atomes d'hydrogène atomique ou de deutérium atomique, dans le cas qui nous concerne, eh bien, ils ne sont pas chargés. Par ailleurs, ce que l'on a observé, c'est une réaction chimique. Elle ne dure pas très longtemps. Or, Frank Gordon observe une tension et un courant pendant plusieurs semaines. Donc, très probablement produit par des réactions nucléaires à basse énergie. Alors, quels ions peut-on observer dans l'hydrogène? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais citer un article présenté par Louis de Broglie en 1962 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Et cet article s'appelle « Une étude au spectromètre de masse de l'hydrogène diffusé par le palladium ». Elle est signée par Pham Dinh Huy. Alors, Pham Dinh Huy, c'était un chercheur qui travaillait à l'Institut d'électronique de la Sorbonne. Derrière moi, vous avez une dizaine d'années des comptes rendus de l'Académie des sciences que j'ai récupérés à la fac. Et je me suis astreint pendant pas mal de temps à les lire les uns après les autres. C'est passionnant parce qu'à l'époque, il y avait
tous les domaines de la science étaient édités dans le même compte rendu. Il y avait de la géologie, il y avait de la biologie, il y avait de la physique. Et donc, je suis tombé sur l'article de Van Dinoy qui était complètement oublié. Alors, qu'est-ce qu'il observe dans l'hydrogène diffusé par le palladium? Eh bien, il observe trois types d'ions, à condition de faire passer les atomes et les molécules qui sont dégagés par le palladium dans un rideau d'électrons, une énergie modérée qui va les ioniser. On observe un pic ionique de masse 1, c'est donc des ions H+. On observe un pic ionique de masse 2, c'est donc des ions H2+, et on observe un pic de masse 3. Alors ça, c'est pas ce graphique, ce n'est pas des atomes et des ions qui sont diffusés par le palladium, ce sont des atomes et des ions qui sont introduits dans le spectromètre de masse par un capillaire. Regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'on introduit ces atomes et ces ions à travers un petit tube de palladium. On ne va pas discuter très longtemps de cet appareil. C'est un tube de palladium, on fait circuler de l'hydrogène. L'hydrogène, on peut le chauffer, ce tube de palladium. C'est un tube de palladium très fin. Et les atomes et les molécules qui sont libérés par ce tube de palladium passent devant un petit rideau d'électrons. Ça va de la cathode F à l'anticathode T. Et donc, c'est un faisceau d'électrons de quelques centaines d'électronvolts qui va ioniser tout ce qui sort du palladium. Et ensuite, tout ça, c'est introduit dans un spectro de masse. Et donc, lorsque on utilise des ions, des atomes, des molécules qui sortent du palladium, voilà ce qu'on observe. À gauche, vous avez ce qu'on observe à la sortie du palladium. À droite, ce qu'on observe à la sortie d'un petit agitage classique. Alors là, c'est très curieux. On commence par un ion qui a une masse fractionnaire. Ça, c'est très bizarre. Un ion avec une masse fractionnaire, normalement, ça n'existe pas. On verra. On ne va pas en parler tout de suite. Si on a le temps, on en parlera à la fin de cette présentation. Ensuite, on a l'ion H+, l'ion H2+, et l'ion H3+. Eh bien oui, dans ces conditions, on a des ions qui rassemblent 3 atomes d'hydrogène. Ça a été documenté, hein. Ça a été ensuite répliqué. Et donc, on a donc émission par notre palladium d'ions positifs, ce qui peut expliquer les résultats de Frank Gordon. Mais là, dans l'expérience de Van Dinoy, on les ionise avec un faisceau d'électrons d'énergie modérée. Or là, dans les expériences de Frank Gordon et mes réplications, il n'y a pas de faisceau d'électrons. Et donc cette énergie doit venir de quelque part. Et donc voilà l'hypothèse que je fais. On n'a pas de conversion de l'énergie thermique par des briefers, par exemple, qui poserait trop de problèmes de conservation des principes de la thermodynamique. On n'a pas non plus d'émission, à mon avis, de particules de haute énergie, mais on a une réaction photochimique ou nucléochimique dans notre cas particulier. Nos réactions nucléaires à basse énergie produisent de l'énergie dans le domaine des mégaélectronvolts. On a une Down conversion d'Hagelstein. Cette énergie arrive dans la gamme des électronvolts. Elle peut produire des réactions chimiques. Et donc, à la surface de l'électrode de palladium hydrogéné, eh bien, on a des molécules H2 adsorbées, soit sous l'effet de la lumière, et on l'a vu avec ces petits dispositifs. Si on les met à la lumière solaire, on a une augmentation de la tension, soit dans le noir, grâce à l'énergie produite par nos réactions nucléaires à basse énergie, on a production d'ions
H2+, gazeux. Donc ces ions H2+, gazeux, on ne les invente pas, ils existent, hein, ils ont été trouvés par Fabdinoy et par Louis de Broglie dans leur article de 1962, qui est passé totalement inaperçu, mais qui est là. Et donc, les électrons sont excités dans un niveau supérieur, comme dans une cellule photovoltaïque, et ils vont passer dans le circuit extérieur et venir donner la réaction inverse sur l'électrode de cuivre. Les ions H2+, vont diffuser dans le milieu gazeux d'hydrogène. Ils peuvent donc diffuser à travers un papier, à travers du sable, à travers de l'amiante, ou tout simplement à travers le milieu gazeux, et ils vont aller se neutraliser au contact de la contre-électrode en métal, en cuivre, dans le cas des expériences de Gordon. Dans le cas de mes expériences avec l'électrode en acier, ou avec les électrodes, les grilles en acier ou en bronze. Et puis ensuite, là je me suis trompé, je suis désolé, il y a une erreur dans le dessin. C'est évidemment des molécules H2 qui reviennent de l'autre côté, qui se réabsorbent, et on a un cycle qui expliquerait le dégagement d'énergie électrique. Évidemment, cette hypothèse, il faudra évidemment la confirmer par des méthodes un petit peu plus sérieuses. En tout cas, si on accepte, je suis désolé, j'ai rajouté un plus là, que je viens d'en apercevoir maintenant. Il faudra que je corrige cette slide. Et donc, on a donc un cycle qui est photochimique et dans notre cas nucléochimique, mais qui a l'avantage, cette hypothèse a l'avantage de ne pas utiliser de particules de haute énergie et de ne pas utiliser de conversion de l'énergie thermique par des briefers, des choses comme ça qui posent des problèmes au niveau des principes de la thermodynamique. Donc, eh bien, à l'obscurité, on a la même chose, hein. Quand on a la lumière, ça marche. Quand on a de l'obscurité, ça marche aussi, puisque c'est nos réactions nucléaires à basse énergie qui vont nous fournir l'énergie de quelques électrovolts qui permet d'obtenir cette réaction. Ionisation des molécules H2 adsorbées sur le palladium, diffusion de ces molécules H2+, et ensuite réduction, enfin neutralisation de ces molécules H2+, sur l'autre électrode, et ensuite retour des molécules H2. Là aussi, je vous présente toutes mes excuses, il y a une erreur dans la slide, hein. Il n'y a pas de plus, hein. C'est un cycle gazeux, c'est donc des molécules H2 qui reviennent. Donc, conclusion, sous réserve de vérification, il est possible que l'on ait une réaction photochimique ou nucléochimique à la surface du palladium. L'énergie nucléaire libérée dans le palladium subit une down conversion, et au contact du palladium, on a la réaction suivante. On peut avoir trois réactions, hein, soit avec des atomes d'hydrogène adsorbés qui donnent donc des ions H+, gazeux et un électron qui retourne dans le circuit, soit des molécules H2 qui donnent des ions H2+, et aussi un électron qui revient dans le circuit. Et Louis de Broglie et Fabdinoy ont également remarqué que l'hydrogène formait également du trihydrogène lorsqu'il était libéré du palladium. Ils ont prouvé que vous pouvez ioniser à H3 pour donner H3+. Et donc on aurait la troisième réaction. Là aussi, je me suis dit une erreur, hein, c'est évidemment... non, c'est ça, c'est H2+ adsorbé plus hydrogène atomique adsorbé, ça donne H3 adsorbé qui, avec notre réaction nucléochimique, photochimique, donne H3+ gazeux et un électron. Et donc le palladium prend une charge négative et l'électrode métallique située en face prend donc une charge positive lorsque les ions H+, H2+, H3+, sont neutralisés sur l'électrode métallique opposée avec la réaction inverse. Cette réaction procurerait donc un moyen pratique de transformer en électricité l'énergie libérée par les réactions nucléaires à basse énergie, et aussi un moyen de les étudier.
Et Frank Gordon a remarqué que ça permettait d'étudier des variations extrêmement rapides. Ça permet aussi de les étudier très facilement, parce que vous avez vu que ce sont des dispositifs extrêmement simples, hein, ça peut se fabriquer très facilement, et donc ça permettrait de tester de nombreux couples d'alliages et de nombreux nouveaux types d'alliages. Et en ce moment, il y a énormément d'alliages qui fixent l'hydrogène qui sont produits dans l'industrie, tout simplement pour l'industrie des accumulateurs nickel, des accumulateurs métal hydrure. Et donc l'industrie est en train de tester des milliers d'alliages avides d'hydrogène différents, et je suis persuadé, et je veux que parmi ces alliages, il y aura notre futur alliage qui surpassera les propriétés du palladium, et surtout qui sera beaucoup moins cher. Parce que tant qu'on utilisera du palladium, ça va être très difficile de trouver des applications industrielles. Alors, je voudrais, après cette conclusion, eh bien qu'on revienne sur notre petit ion de masse fractionnaire. Cet ion, il existe, hein, visiblement, mais enfin, on l'observe, mais est-ce qu'il y a vraiment un ion de masse fractionnaire? Vous savez que déjà, le professeur Gell-Mann a eu beaucoup de mal à faire admettre l'hypothèse des quarks, et donc ne comptez pas sur moi pour vous proposer une nouvelle particule de masse fractionnaire. On va essayer d'expliquer ça avec les théories classiques de la physique ou de la physique quantique. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, si on a des couples d'atomes d'hydrogène qui sont émis par le palladium et qui sont liés ensemble par un effet quantique, ce que j'ai appelé les atomes diafluides, eh bien, ces atomes pourraient être émis deux par deux. Et ça nous rappelle ce qu'on observe dans certaines jonctions Josephson. On observe que les atomes sont émis non pas atome par atome, les électrons, excusez-moi, sont émis non pas électron par électron, mais couple d'électrons par couple d'électrons, hein, les électrons de spin opposés. Eh bien, il n'est pas impossible qu'on ait cet effet. C'est-à-dire qu'on ait émission d'un couple de deux atomes d'hydrogène. Attention, c'est pas une molécule d'hydrogène, c'est des atomes, c'est des couples de molécules d'hydrogène, très probablement de spin opposés, qui sont reliés à l'intérieur du réseau de palladium, et il se pourrait que cette association dure jusqu'à une certaine distance, mais à une certaine distance, elle va s'arrêter brutalement, ce qui explique qu'on observe un pic. Pham Ninh Ooi, dans son article, et Louis de Broglie ne se prononcent pas sur la nature de ce pic fractionnaire. Ils disent simplement que d'autres chercheurs pensent qu'il s'agit d'ions métastables. Or, si c'était des ions métastables qui se décomposent à l'intérieur du spectromètre de masse, on n'observerait pas un pic relativement fin comme ceci, on observerait un pic extrêmement étalé. Si on a un pic très fin, c'est qu'on a visiblement une réaction nouvelle, c'est-à-dire que à une certaine distance relativement faible du palladium, l'association entre les deux atomes d'hydrogène disparaît. Et donc, dans ce cas-là, on aurait un ion hydrogène qui continue, et l'autre ion qui va être... et cet ion va donc être dévié dans le spectromètre, mais il va être dévié... Le couple d'hydrogène a été accéléré ensemble, et l'ion va être dévié tout seul. Vous ferez les calculs et vous verrez que ça donne l'impression d'un ion de masse fractionnaire. Mais évidemment, c'est pas un ion de masse fractionnaire, c'est tout simplement ce qui est compté dans le spectro, c'est un ion classique, c'est un ion H+ classique. Et quant à l'autre atome d'hydrogène, eh bien, de toute façon, il va continuer tout seul, il ne va pas être dévié par le champ magnétique, bien sûr, et ne sera pas compté. Voilà, donc il faudrait refaire ces expériences, parce que ce petit ion de masse fractionnaire, eh bien, s'il a été cité par Louis de Broglie, c'est qu'à mon avis, il avait pressenti
que c'était quelque chose d'assez important. Et puis cet article a été complètement oublié. Eh bien, j'espère que c'est nous, les disciples du grand œuvre, eh bien qui retrouveront cet article et qui expliqueront cette observation extrêmement curieuse faite par Louis de Broglie et son disciple il y a plus de 60 ans maintenant. Là, je voulais vous parler des briefers, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Eh bien, je vous remercie de votre attention.